Aujourd'hui, on va parler du design thinking. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Dominique Hernandez. Certains me connaissent déjà un petit peu. Il faut savoir que je connais très bien cette école puisque j'ai été élève ici en direction artistique multimédia, comme certains. Et depuis que j'ai été diplômée, j'ai travaillé donc en tant que DA junior chez l'annonceur ou en agence. Et il y a 1 mois et demi, je me suis lancée, j'ai décidé de créer ma propre agence qui s'appelle Owando. C'est une agence à Paris qui est spécialisée en marketing et communication 360. J'ai prévu une conférence qui va s'organiser en 2 temps. La première partie, elle est plutôt conceptuelle. Voilà, c'est une partie où on va apprendre la théorie du design thinking. Et la deuxième partie, elle est plus expérimentale. On va essayer d'ailleurs de faire une petite mise en pratique pour que ça soit, voilà, que vous ayez au moins testé cette technique. Et à l'issue de la conférence, j'ai prévu de faire une session de 15 à 20 minutes de questions-réponses. Donc vous pouvez noter toutes vos questions et on en parlera à la fin. Et donc la conférence avec la session de questions-réponses va durer environ 1h20 à 1h30. Voilà. J'espère que ça vous va. Alors, donc, comme je disais, je viens il y a 1 mois et demi créer mon agence qui s'appelle Owando. Et en commençant cette conférence, j'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du design thinking? Oui? Très bien. Parfait, donc je vois qu'il y a déjà des personnes qui connaissent ce terme, c'est très bien, parce que c'est un terme aujourd'hui qui est important pour la vie d'une entreprise. Et moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je travaillais au sein d'une multinationale, une grosse structure, et j'étais au département du lancement des offres. Et pour moi, ça me paraissait pertinent, dans ce contexte, d'en entendre parler, puisque pour moi, en fait, j'avais cette idée-là que le design thinking, c'était une méthode qui s'appliquait dans les structures qui avaient les moyens financiers et les moyens humains. Alors vous allez me dire, moi aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur qui a potentiellement pas le temps, pas l'argent, pourquoi je m'y intéresse? C'est ce qu'on va voir au cours de cette conférence. On va commencer par comprendre pourquoi le design thinking s'est innové autrement, et surtout que ça concerne tout le monde, tous les types de sociétés. Ensuite, on va un peu retourner aux origines de ce concept à partir des années 50. On va voir finalement comment il est apparu. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le concret. On va voir que ce concept-là, il peut être appliqué en 7 étapes, d'après l'auteur Rolf Fast. Et enfin, en quatrième point, on va voir qu'il peut en plus être simplifié en 5 étapes avec Jeremy Gucht. Et donc, les 4 points forment la grande partie dont je vous parlais tout à l'heure. À la suite de cette partie-là, on fait une pause de 10 minutes. Et on attaque une phase beaucoup plus expérimentale avec la D-School. Donc on va voir un peu la vision de la D-School sur le design thinking et on va pouvoir mettre en pratique. Vous inquiétez pas, ça va durer que quelques minutes, ce sera très ludique et vous avez besoin juste de feuilles et de crayons. Et d'un portable aussi. Vous avez tous un portable? Ouais, c'est cool. Et pour finir, les 2 derniers points, donc, on va s'attacher à comprendre la vision de Tim Brown, qui est l'une des figures emblématiques du design thinking. C'est un incontournable. Donc c'était important pour moi de vous faire un focus là-dessus. Et à l'issue de ce point, on va essayer de finalement synthétiser en se disant quels sont les points essentiels à retenir sur cette méthode-là. Est-ce que ça vous va? Très bien. Alors on va commencer. Le design thinking, c'est innover autrement. Alors qu'est-ce que c'est que le design thinking? C'est tout simplement une méthodologie de l'innovation qui est basée sur l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire qui est basé sur l'humain? Je ne sais pas si vous connaissez toutes les méthodes d'innovation collaborative, le design thinking en fait partie. Alors, dans mon contexte à moi, de jeune entrepreneur, vous allez me dire innover collaborativement, ça donnerait quoi au sein de mon agence aujourd'hui? Ça donnerait plutôt moi devant mon miroir en disant bonjour Dominique, ça va? Aujourd'hui, on va innover collectivement. C'est un peu difficile, non? Comme moi et comme beaucoup de personnes, on se trompe souvent. Innover collectivement, c'est pas seulement innover avec sa team, son équipe, ni ses collaborateurs, c'est aussi innover avec ses clients. Et le design thinking est une méthode qui pousse vraiment à ça. Donc,
comme je vous le disais, le design thinking, c'est innover collaborativement, mais pour comprendre un peu cette notion, il est important de comprendre ce que c'est que l'innovation. Est-ce que quelqu'un pourrait me définir très très simplement ce que c'est que l'innovation? Avec vos mots. Nouvelle idée, très bien. Nouvelle façon de faire, très bien. C'est exactement ça, l'innovation, c'est tout simplement intégrer une nouveauté ou plusieurs dans un domaine quelconque. Alors en regardant une définition simple de l'innovation, comme vous venez de le faire, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des synonymes de ce terme. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. L'innovation, c'est aussi le changement, l'invention, la découverte, la nouveauté, la création et la transformation. En voyant tous ces synonymes, je me suis dit, en fait, l'innovation, ça a plusieurs aspects. Alors en effet, l'innovation, il y en a 4 grands types. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces 4 grands types, ou même un? Vous avez déjà entendu parler des... Non? Oui? L'innovation, quand on crée vraiment, ça n'existe pas. Oui? Très bien. Une autre innovation, c'est on prend quelque chose qui existe déjà, donc on améliore quelque chose, ou alors on fait différemment cette chose qui existe déjà. Très bien. Eh ben, c'est déjà très bien de connaître tout ça. Alors, je vais reprendre ce que vous dites. Effectivement, il y a un type d'innovation qui s'appelle l'innovation incrémentale. C'est donc l'idée d'incrémenter, d'ajouter une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité à un produit ou un service qui existe déjà. Alors, quand je vois cette définition, je pense tout de suite à une société que vous connaissez tous, Apple. On voit bien que la stratégie d'Apple, sa stratégie de développement, elle est vraiment basée sur ce type d'innovation. On voit notamment depuis la sortie du premier iPhone, le 9 janvier 2007, annoncé par Steve Jobs. À l'époque, on ne se doutait pas qu'il y aurait plus d'une dizaine de versions de ce produit. Mais on voit aujourd'hui qu'Apple, tous les ans, sort 1 ou 2 modèles différents de l'iPhone. Donc c'est une stratégie qui fonctionne. Et d'ailleurs, j'imagine que dans la salle, il y a des personnes qui ont un iPhone. Ouais. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Ensuite, le deuxième type d'innovation, c'est l'innovation adjacente. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. C'est un mot un petit peu savant, mais c'est tout simplement pour dire que l'innovation adjacente, elle intervient à 2 niveaux. Elle va intervenir au niveau du produit. Alors c'est tout simple, c'est quand une entreprise, elle décide d'intégrer à son produit, qui existe sur un marché précis, un autre produit qui provient, lui, d'un autre marché. Ensuite, il y a l'innovation adjacente de marché. Alors, l'innovation adjacente de marché, il y a également 2 définitions qu'on pourrait donner. C'est que c'est lorsque une entreprise qui possède déjà un produit ajoute un nouvel usage à ce produit-là et ça crée un nouveau marché. Et il y a également une autre dimension, c'est lorsque un produit qui existe déjà sur un marché va être exporté à un autre marché. Et là aussi, il y a naissance à un nouveau marché. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez très bien, le post-it. Alors, le post-it, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en entreprise, et même à titre personnel, on peut l'utiliser. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de la création? C'est un des salariés de la boîte en fait, qui a proposé le post-it. Très bien. C'est exactement ça. Je suis contente que vous en parliez, parce que justement, c'est une histoire intéressante. Je crois que UU ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il travaillait. En fait, il a proposé en fait, de mettre un bout de code. Exactement. Parce qu'en fait, ils laissent leurs salariés, en fait, s'ils ont quelque chose à proposer. C'est de l'innovation collaborative. C'est ça. Et je vais vous raconter l'histoire justement de cet employé qui s'appelait Arthur Fry. Donc, ça se passait au Minnesota en 1974. Alors Arthur Fry, c'était justement l'un des employés, un ingénieur en recherche et développement de la société 3M. C'est la société du coup qui a inventé le post-it, comme vous disiez. Et cet employé-là, effectivement, il avait une particularité. Sa particularité, c'était qu'il aimait chanter. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais on va comprendre comment le post-it a été créé. Arthur Fry, il avait pour habitude dans son temps libre d'aller à la chorale de son église et d'ouvrir son livre de psaumes et de chanter. Et pour se repérer dans son livre, il y intégrait des bouts de papier.
Et donc c'était la solution qu'il avait trouvée, mais cette solution-là, elle était devenue vite désagréable, puisque en fait, je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, mais mettre plein de bouts de papier dans un, dans un livre, bon voilà, tout tombe, c'est vraiment pas pratique. Et c'est donc pour ça que son cerveau, d'ailleurs notre cerveau c'est une machine extraordinaire à développer de nouvelles idées. Le cerveau, dès qu'il est, dès qu'il est confronté à un problème, automatiquement, sans même que vous y pensiez, c'est inconscient, ça va démarrer, il va commencer à chercher plein de petites idées. Et donc son cerveau à lui, il s'est dit, bah, tiens, dans mon service, il y a un ingénieur qui a développé une colle à faible pouvoir adhésif. Et cette colle-là, elle n'était pas vraiment... on va dire que ce n'était pas vraiment un succès pour la société 3M parce que l'idée à l'époque, c'était de développer une colle résistante. Mais il s'est dit, justement, cette colle-là, elle pourrait totalement coller à ma situation, puisqu'en fait, ça me permettrait de déposer mes bouts de papier sans abîmer mon livre de psaumes. Et c'est comme ça que le post-it a été créé. Alors, du coup, je suis contente de vous partager cette histoire, parce que cette histoire, c'est vraiment un exemple emblématique de ce qu'on appelle la serendipity. Sérendipité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec ce terme? Pas du tout. Je suis contente de vous partager ça parce que c'est très important, je trouve. La sérendipité, c'est l'idée de trouver justement de nouvelles idées par hasard, par un concours de circonstances. Dans une situation qui paraît complètement banale, on trouve une nouvelle idée. Alors comment on peut un petit peu mettre en place cette dynamique de sérendipité? Je vais rapidement vous expliquer comment ça se passe, et puis si vous êtes intéressé par ce principe-là, vous pouvez tout simplement faire des recherches. C'est très intéressant, il y a vraiment des tas d'auteurs, des tas de chercheurs qui se sont pensés sur ça, tout simplement trouver des nouvelles idées par hasard. Moi, je vais vous donner un... Oui ? Aussi la notion de concours de circonstances heureux, c'est-à-dire oui. que quand on veut que quelque chose se produise, tous les éléments dont on a besoin viennent en face de nous sans qu'on ne fasse rien finalement. Oui, il y a exactement, oui, il y a cette idée-là. Et c'est une idée-là qui est prise un petit peu aussi dans d'autres théories. Mais c'est vraiment, oui, exactement l'idée des coïncidences heureuses. Merci pour votre rapport. Je vais vous donner un exemple, parce que ça m'est arrivé il y a quelques années d'expérimenter la serendipity. Alors, il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise qui se situait au sud de Paris. Et comme tout le monde, j'avais l'habitude de prendre le métro, d'aller au travail, de reprendre le métro et de rentrer. Donc le métro, boulot, dodo, c'était ma routine. Puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer tout de suite là, maintenant, ça me saoule. Et donc je me suis dit, bon, avant de rentrer, je vais faire une étape à Montparnasse, tout simplement pour flâner un peu, me promener, m'aérer l'esprit. J'en avais besoin. Et figurez-vous que du coup, je m'arrête ce jour-là à Montparnasse. Et malheureusement, quand je sors du métro, j'ai une envie pressante. Alors c'est le genre d'envie pressante qui ne peut pas attendre. Hein. Donc déjà en moi, il y a la panique qui commence à monter. Et je commence à regarder autour de moi. Je me dis, où est-ce que je vais pouvoir satisfaire cette envie? Et en fait, autour de moi, j'ai vu qu'une seule chose, qu'un seul endroit, c'était un théâtre. Pour ceux qui connaissent, c'est le théâtre du point-virgule. Alors, j'étais tellement pressée que je ne me suis pas posé la question, il est ouvert, il n'est pas ouvert. Je rentre. Et là, il y a une dame qui me dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors moi, avec mon sourire, j'essaye de lui dire, écoutez, là, vraiment, est-ce que je peux emprunter vos toilettes? Parce que j'ai une envie pressante et je dois absolument la satisfaire. Avec ma force de conviction, la dame se retrouve à m'amener au fin fond du théâtre, aux toilettes. Et là, en fait, je me rends compte que le théâtre, il n'était pas ouvert. Et je me rends compte, en fait, j'étais en plein dans une réunion d'équipe, enfin, de l'équipe du théâtre. Je me sentais gênée, donc je vais aux toilettes, mais je me dis, mince, je suis arrivée là, dans un endroit, j'avais pas trop, finalement, le droit. Et en sortant des toilettes, il y a un autre collaborateur du théâtre qui me propose de se joindre à eux pour prendre un verre, parce qu'ils étaient en train de faire un pot. Alors, moi, qui suis arrivée un peu avec mes grands sabots, est-ce que je peux emprunter vos toilettes? J'allais pas refuser. Puis ça me faisait très plaisir de boire un verre avec eux. Et du coup, j'ai bu un verre avec eux, ça s'est super bien passé. Et ça s'est tellement bien passé qu'à la fin de la journée, je me suis retrouvée à vendre des billets dans ce théâtre-là.
Et toute l'après-midi, en fait, le reste de, je dirais l'après-midi, mais en fait c'est début de journée, début de soirée, pardon, on m'a formée à un métier que je connaissais pas du tout. Enfin, c'est une histoire un peu incroyable, mais c'est pour vous dire que la sérendipité, c'est très important. Et je vous invite à le faire. Je vous invite à emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. Parce que c'est en changeant ses habitudes qu'on obtient des résultats parfois extraordinaires. On a une envie pressante au endroit. Oui, je vous invite à faire ça parce que, regardez dans mon cas, je ne pensais pas que le fait de vouloir aller aux toilettes, ça allait me déboucher un CDI au théâtre du Point Virgule. C'est marrant, vous êtes rentré dans un théâtre, parce que là-bas, il y a pas mal de restos, de clubs. En fait, la panique, c'est comme je vous dis, en fait, il y a des circonstances, un peu des circonstances heureuses, hein, optimistes, qui font que dans la vie, parfois on emprunte des chemins sans même trop... c'est un peu inconscient. Et j'ai été attirée par ce théâtre-là, et pourtant, c'était pas ouvert. C'est ça l'idée de la serendipity, en fait. J'ai jamais pensé au théâtre, moi. Dans un théâtre, excusez-moi. Non, mais en fait, justement, cette envie-là, elle était tellement présente que en fait, j'étais plus du tout rationnelle. Hein. Il y avait peut-être un café juste à côté. Hein. Non, mais vous aimez le théâtre. J'adore le théâtre. Alors, c'est peut-être justement... C'est l'inconscient. Ah. C'est en fonction de ses goûts. Et d'ailleurs, c'est un peu ça la vie. C'est en fonction de ses goûts qu'on va vers des opportunités qui nous correspondent. Tout ça, parce que moi, j'ai eu des envies pressantes et vraiment très pressantes et j'ai jamais pensé Au théâtre. au théâtre. Mais peut-être que vous avez pensé Vous avez pensé à autre chose, je sais pas, le bar. Non, mais ouais, peut-être plus à des endroits où je vais d'habitude. D'accord. Plutôt, Mais justement, bien je sûr, vous- ouais. je vous invite justement à essayer d'aller vers des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Et vous allez voir que vous aurez sûrement des surprises très intéressantes. C'est ça justement l'idée de la serendipity. Pour finir sur les types d'innovation, parce que là on en a vu que deux. On a vu l'innovation incrémentale et on a vu l'innovation adjacente. Il y a un autre type d'innovation, le troisième, c'est l'innovation de rupture. Alors, l'innovation de rupture, ça consiste tout simplement à créer un nouveau produit. Mais ce produit-là, en fait, il va rendre accessible un marché qui ne l'était pas. Il va le rendre accessible soit par le prix, soit en simplifiant au maximum ce produit-là. Et quand je dis produit, c'est produit et service. Hein. Alors, j'ai un exemple en tête quand je pense à cette définition-là, c'est Spotify ou Deezer. Spotify ou Deezer, ça permet à tout le monde d'avoir accès à de la musique à un coût très faible, n'importe où et n'importe quand. Et enfin, pour finir sur les types d'innovation qui existent, le dernier, c'est l'innovation radicale. Alors, c'est ce que la demoiselle au joli laptop disait tout à l'heure, c'est une innovation qui crée un nouveau produit, qui répond à une problématique qui n'existait pas, et donc qui crée un nouveau marché. Et actuellement, il y a une innovation radicale qui est très intéressante, c'est la réalité virtuelle. Donc le casque à réalité virtuelle, c'est quelque chose... On pouvait y penser il y a des années dans les films de science-fiction. Aujourd'hui, ça existe et ça crée de nouvelles opportunités. D'ailleurs, sur la réalité virtuelle, je vous invite à regarder le film de Spielberg, qui est sorti, je crois, il y a à peu près un an, qui s'appelle Ready Player One. Et du coup, ce film, il nous invite à avoir une vision d'un futur plutôt proche et qui met en exergue justement ce marché de la réalité virtuelle. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu ? Oh, ça me fait plaisir. Vous en avez pensé quoi ? Pas ouf, mais sur la vision de la réalité virtuelle. Pas ouf. Pas ouf. Et sur l'approche, sur la vision du réalisateur sur la réalité virtuelle. Est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je trouvais que c'était assez avant-gardiste. Avant-gardiste. Mais après, c'est plutôt c'était un problème plutôt culturel dans le film. Je suis curieuse. Quel problème culturel C'est qu'en fait, il a pris pas mal de choses de la culture urbaine Oui. qu'il a remis à son goût, à sa sauce, en fait. Son parti pris, oui. Voilà, son parti pris. Son parti pris. C'est vrai que dans ce film-là, en fait, vous voyez une vision assez, moi je dirais, pessimiste du monde urbain. Du monde surtout, oui, urbain. Là, on est dans une capitale. Du futur, mais du monde urbain dans le futur. C'est-à-dire que, limite, dans ce film-là, on vit plus, quoi.
En ville, on est tous entassés dans des espèces de... Bon, déjà qu'à Paris, on est entassés, mais là, c'est vraiment à l'extrême. Et du coup, on vit où? On vit dans la réalité virtuelle. On ne vit plus dans la vie réelle. Donc, c'est un parti pris. Mais bon, je vous invite quand même à le voir parce que c'est intéressant de voir que la réalité virtuelle, surtout, peut nous amener vers des choses incroyables. L'idée d'être dans un monde virtuel, chez soi, et de communiquer avec les autres, de les voir sous une apparence complètement folle, je trouve que c'est quand même incroyable. Ça existe déjà, ça. Je veux dire, les gens Ça qui existe jouent en réseau, et en fait, des fois, ils communiquent entre eux, ils se connaissent que par leur avatar, et ils se connaissent pas Bien par... sûr, mais là, ça prend vie. C'est-à-dire que Eux aussi, ça prend visu- vie, hein. Non. Pour eux, des fois, ils sont tellement déconnectés que pour eux, ce qu'ils vivent en fait devant leur ordi, Oui, c'est leur vraie vie. Et ce qu'ils vivent réellement dans la vraie vie, c'est pas leur vraie vie en fait. c'est la problématique du film. C'est que la réalité virtuelle, elle prend le pas sur la vraie vie. Non, mais ça existe vraiment pour de vraies personnes, quoi. Je pense qu'ils vivent pas leur vraie vie dans. Oui, parce que genre, ils sont vraiment immergés, mais je suis persuadé que actuellement, hein, pas besoin d'avoir du tout de vivre dans un. D'avoir dans un tout. casque, c'est Oui. pour eux, psychologiquement, ce qu'ils vivent dans leur, avec leurs collègues, je sais pas, dans leurs aventures, Oui. pour eux, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est-à-dire, Oui. voilà, je suis ce héros-là qui rentre avec tous mes potes virtuels, parce que c'est du virtuel aussi, hein. Oui, On est là, on est en train de combattre, on avance ensemble, on machin, alors que lui, dans sa vraie vie, bah, ça se trouve, il a des vrais potes, mais il sort pas avec eux, il a pas la même affinité qu'il a lui, il se sent pas peut-être aussi. En fait, pour lui, le personnage, c'est lui. Et dans la vraie vie, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être je sais pas, moi, je pense que ça existe. Hein. ça encourage la schizophrénie un peu. Non, mais, Je rigole. non, c'est parce qu'en fait, il y a eu un film comme ça, bon, il était pas super le film, mais Oui. ça parlait à peu près de ça, en fait, que Oui. des gens, ils vivaient plus, des gens qui vivaient à travers ce genre À travers ce genre. Ouais. Bah, je rejoins totalement ce que vous dites, c'est que avec la réalité virtuelle, on constate qu'une innovation qui crée un nouveau besoin bah, peut avoir des effets pervers. Et la réalité virtuelle, ça rentre totalement dedans. Bien que les personnes qui jouent en réseau, elles sont plongées dedans et pour elles, c'est peut-être leur vie. Je pense que la réalité virtuelle, elle va un cran plus loin. Mais même l'innovation, par exemple, l'innovation, quand on voit le dessin animé Wall-E, Oui, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'en fait tous les gens étaient devenus gros parce qu'ils marchaient plus, ils avaient tous leur, je sais plus comment ça s'appelle là, oui, Ouais, donc voilà, l'innovation c'est pas aussi quelque chose d'extraordinaire. En fait, exactement. l'innovation ça peut être aussi mauvais pour l'être humain, quoi. C'est très bien que vous dites ça. L'innovation, ça peut être effectivement mauvais pour l'être humain et même pour le développement en général. Parce que innover, ça peut aussi consommer beaucoup d'énergie. Il y a des effets négatifs non négligeables à l'innovation. Et dans le cas de la réalité virtuelle, quand la réalité virtuelle est sortie, il y a beaucoup de chercheurs, même de docteurs, qui disaient que pour le cerveau humain, ça va être une catastrophe parce que ça mime tellement bien la réalité que pour le cerveau, c'est réel et en fait, ça peut causer des problèmes en fait en termes de, bah oui, de cerveau en fait. Le cerveau, il peut être perturbé sur les fonctions, exactement, sur les fonctions cognitives. Ça le fait déjà avec la réalité virtuelle, en fait, c'est que votre cerveau, en fait, il pense qu'il avance. Oui. Le corps, il sait qu'il avance pas. Donc, Exactement. Et ça donne en fait le mal de mer quand vous en faites trop longtemps. En fait, la réalité virtuelle, ben, au bout d'un moment, ça vous donne le mal de mer parce qu'en fait, le corps, il bouge pas. Mais en fait, le cerveau, on donne une information comme quoi il bouge, en fait, qu'il avance, qu'il a des choses qui. Et en fait, ça fait. Oui, ça peut, je pense, ça peut perturber à terme le cerveau. Exactement. Et pour clôturer ce chapitre sur les différents types d'innovations qu'il existe, il y a de nombreuses études qui montrent que l'innovation incrémentale, c'est l'innovation la moins risquée. Donc Apple a à peu près tout compris. Et c'est l'innovation où le besoin du consommateur exprimé est le plus explicite. Et si on veut un petit peu faire une sorte de mesure comme ça des types d'innovation, une classification, on partirait de l'innovation incrémentale, donc la moins risquée, comme je vous ai dit. Ensuite, il y aurait l'innovation de rupture. En troisième position, on aurait l'innovation adjacente. Et enfin, l'innovation radicale, parce qu'on comprend bien qu'on part de zéro, quoi. Alors, on a vu ce que c'était que l'innovation, mais dans tout ça, le design thinking. Alors, effectivement, le design thinking, c'est une méthodologie de l'innovation collaborative, mais ce n'est pas que ça. Dans la notion de design thinking, il y a le mot design.
qu'est-ce que le design? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de graphistes ou de directeurs artistiques ici. Vous connaissez certainement la définition du design, mais je vais le rappeler pour tout simplement qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Le design, c'est la conception d'un objet ou d'un support qui allie à la fois le côté esthétique et le côté fonctionnel. Et d'ailleurs, on a une très bonne citation de Steve Jobs qui nous disait que la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Ce n'est pas comme ça que nous définissons le design. Le design, c'est comment ça marche. Et donc, Steve Jobs nous disait ça déjà en 2003. Alors, le design thinking, donc, on a vu que c'était une méthode de l'innovation, que c'était inspiré des designers, en fait, de leur méthode de travail habituelle. Mais ce n'est pas que ça. On peut dire que le design thinking, c'est le parfait mélange entre une approche de la pensée analytique, c'est la pensée en fait réfléchie, la logique, et la pensée intuitive. Donc on fait plus place à notre spontanéité. Et dans tout ça, on a bien sûr le management qui est une notion incontournable parce que tout simplement pour déployer cette méthode-là, il va falloir employer des moyens humains, des ressources financières, comme je vous disais en introduction. Mais ce n'est pas réservé qu'aux grosses sociétés. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux très bien innover avec mon consommateur. Voilà. Donc, je passe à la slide suivante. Et en fait, je vais conclure ce chapitre en disant qu'il existe 3 prérequis essentiels, indispensables au design thinking. Le premier, c'est de favoriser l'intelligence collective. Ça va de soi, comme on a vu. Ça découle des méthodes d'innovation collaborative. Le deuxième, c'est de mettre en exergue les droits d'auteur. Qui dit innovation dit création, dit droit d'auteur. Et enfin, c'est de favoriser l'empathie. Alors l'empathie, c'est notre capacité à ressentir ce que l'autre peut ressentir. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas comment développer votre empathie, on verra comment on le fait au cours de cette méthode. Alors Tim Brown, qui est une figure emblématique du concept de design thinking, il nous dit que, je vais le dire en anglais puis je vais le traduire, don't think of it as failure, think of it as designing experiments through which you're going to learn. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tim Brown, il amène le design thinking à un autre niveau. Il amène carrément le design thinking à un mode de pensée, un état d'esprit. Il nous dit que il ne faut pas voir cela comme un échec, mais qu'il faut penser cela plutôt comme la conception d'expérimentation qui va nous permettre d'apprendre. Et vraiment, sa vision, c'est que l'idée, c'est qu'on apprenne du terrain. C'est un peu le prolongement de toute la logique de test and learn. Et cette logique de test and learn, c'est un peu l'idée qu'on a tous le droit à l'échec et qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, de se confronter à ça, parce que c'est de l'échec qu'on apprend. Et d'ailleurs, Albert Einstein nous disait que celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Et vous savez, ces citations, elles me font penser en fait à quand on était petit. Parce que quand on était enfant, je ne sais pas si ça vous faisait la même chose pour vous, mais parfois il nous arrivait qu'on se trouvait dans un endroit, un parc ou un endroit, et puis nos parents nous laissaient là parce qu'ils avaient autre chose à faire. Mais on n'était pas déstabilisés, on se disait, bon, s'il y a un moyen de jouer, on va jouer. Et par exemple, si on voyait un camarade qui avait à peu près notre âge, on n'avait pas du tout peur d'aller le voir. Finalement, on n'avait pas peur de le voir et de lui dire, on joue ensemble. Et puis en fait, on arrivait à innover ensemble. Quand je dis innover, c'est dans le jeu, parce qu'évidemment, quand on est enfant, c'est ce qu'on adore faire. Mais parfois, on n'a pas l'équipement, quoi. Si j'avais envie de jouer avec un camarade aux échecs, parfois, je n'avais pas mon jeu d'échecs. Si j'avais envie de jouer à la marelle, parfois, je n'avais pas la marelle devant moi. Mais ça ne me perturbait pas plus que ça. Je n'avais pas peur de lui dire, on teste ça, on fait ça. Et puis, au fur et à mesure, on trouvait un jeu qu'on pouvait faire tous les deux. Et ça illustre beaucoup la méthode agile, finalement la pensée aussi du design thinking. Et je dirais que tous les enfants sont des design thinkers, par excellence. Et c'est marrant, plus je grandis,
plus je me rends compte que de faire ça, c'est difficile. Je ne sais pas pour vous, mais ça devient de plus en plus difficile pour moi de me dire, bon bah là, j'ai aucune peur, je vais voir mon client et je vais lui dire on va tester ça. Mais pourtant, le design thinking encourage vraiment cet état d'esprit. Et on va voir pourquoi c'est intéressant d'avoir ce type de façon d'agir. Alors, on a fini la partie sur le design thinking. On a donc compris que le design thinking, c'est innover autrement. Mais on va comprendre aujourd'hui d'où ça vient. Ça vient d'où? C'est apparu quand? Alors, c'est dans les années 50 que les prémices du design thinking ont été posées par un publicitaire américain qui s'appelait Alex Osborne. Et lui, en fait, il a tout simplement inventé le brainstorming. Tout le monde est familiarisé avec le brainstorming. Donc, c'est cette méthode de génération de nouvelles idées. Et c'est lui, en fait, qui sensibilise le monde de l'entreprise à la pensée créative et à l'intelligence collective, l'innovation collaborative. 10 ans plus tard, c'est l'université de Stanford qui crée un programme scolaire en fait interdépartemental sur le product design. Et la particularité de ce programme, c'est qu'il est centré sur l'approche humaine, sur l'humain. Human-centered design, ça s'appelle comme ça en anglais. Et donc on comprend un peu que le design thinking commence à prendre forme, mais c'est vraiment en 1987, par la publication du premier ouvrage sur le design thinking, qui s'appelle d'ailleurs Design Thinking. Et il a été inventé par Peter Rowe et publié aux presses du MIT. Donc le MIT, c'est l'Institut de technologie du Massachusetts. Donc c'est un institut de recherche et une université. Puis en 1999, c'est suite à un challenge lancé par la chaîne de télé ABC News, qu'une société, une agence de design d'ailleurs, qui s'appelle IDEO, démocratise un petit peu le concept dans le monde du business. Le challenge qui a été lancé par la chaîne de TV ABC, c'était simplement de créer un nouveau caddie de supermarché en 5 jours. Et le défi a été relevé par IDEO grâce au design thinking. Et c'est tout naturellement dans les années 2000 que le design thinking se propage, il y a un boom. On voit une multiplication des publications sur le sujet, des colloques, des cours dans les plus grandes universités du monde. Et enfin, en 2012, il y a 3 écoles dans le monde du design thinking qui ont été créées. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'en France, à Paris, l'une de ces écoles a été créée, la D-School. Les 2 autres écoles sur du design thinking, elles ont été créées à Pékin et à Tokyo. C'est pas très loin d'ailleurs, c'est à Paris-Est. Pour les curieux, vous pouvez aller voir, ils ont des locaux très sympas. Alors il y a 4, je dirais, figures fondamentales qui ont marqué l'histoire du design thinking. C'est important que vous les connaissiez. La première figure du design thinking, c'est donc l'économiste Hébert Simon, et c'est le premier qui a associé le design à une nouvelle façon de penser. Et donc il a placé les bases de cette méthode de résolution de problèmes par la conciliation entre l'ingénierie et la créativité. Alors c'est très important parce qu'il y a des penseurs qui ont repris un petit peu les bases de cet économiste et qui disent que le design thinking, c'est tout simple. C'est le croisement de la vision d'un designer et d'un ingénieur. Ensuite, il y a 2 autres figures qui sont très intéressantes et vous en connaissez déjà un. C'est Tim Brown, je vous en ai déjà parlé. Tim Brown, donc, c'est un designer de profession et c'est également le CEO de l'agence IDEO dont je viens de vous parler. Et donc il est associé à un ingénieur, David Kelly. Et eux, ils ont créé en fait l'agence IDEO et leur stratégie de développement, elle est basée purement et simplement sur le design thinking. Et donc c'est vraiment eux qui ont évangélisé cette méthodologie au sein du monde du business. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder sur le web, vous verrez de nombreuses interviews,
notamment de Tim Brown. Et d'ailleurs, on va en voir un petit bout tout à l'heure, une de ses interviews. Et enfin, la dernière figure emblématique de ce concept, c'est Hasso Planer. Et c'est le cofondateur de l'entreprise SAP, une entreprise informatique. Et lui, en fait, il a créé, en partenariat avec Stanford, la Hasso Planer Institute School of Design Thinking. Donc on a un petit peu compris que le design thinking, ça a plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est une notion qu'il faut absolument connaître dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est incontournable. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises veulent se rapprocher de leurs utilisateurs. Alors, on va maintenant comprendre concrètement comment ça peut se mettre en place. Parce que finalement, c'est bien de connaître la théorie, mais concrètement, si moi je veux demain design thinker, on va dire, comment je fais? Alors, pour savoir ça, on va s'intéresser aux 7 étapes du design thinking qui ont été décrites par Rolf Fast, qui a repris les bases des travaux d'un chercheur qui s'appelait McKim. Rolf Fast, donc, qui est décédé en 2003, c'est le pionnier de l'approche de l'Human-Centered Design dont je vous parlais. Et lui, il a été professeur dans 2 grandes universités du monde. De 1971 à 1984, il était professeur à l'université du Syracuse en design d'industrie. Et de 1984 à 2003, donc jusqu'à sa mort, il a été professeur à Stanford en ingénierie mécanique et en design. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a 7 étapes fondamentales du design thinking. On commence toujours par la phase de définition. Cette phase, elle permet d'identifier un problème précis et donc une problématique qui en découle. Et donc cette étape, elle permet également de commencer à réfléchir sur une solution qui pourrait résoudre notre problématique. Alors ça paraît très simple, comme ça, définir, mais en fait c'est quelque chose de primordial. Je vous donne un petit exemple que moi-même j'ai expérimenté. C'est que souvent, il y a des personnes qui veulent entreprendre, mais qui sont en attente, qui se mettent en attente parce qu'elles se disent « il faut que je trouve l'idée ». The idea, comme on dit. Et en fait, elle finit jamais par entreprendre parce qu'une idée, ça ne vient pas comme ça. Comme je vous disais, le cerveau humain est une machine extraordinaire à résoudre des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut trouver une idée, il faut qu'on soit confronté à un problème, tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé un problème, on va bien sûr faire des recherches. Et donc cette étape, elle permet de réunir une équipe qui sera dédiée au projet et qui peut potentiellement avoir toutes les compétences nécessaires à la résolution de notre cas. Ensuite, dans la phase de brainstorming, vous connaissez tout ce que c'est, je ne vais pas revenir dessus. Après le brainstorming, on trouve plusieurs idées. Puis on commence à créer des croquis, des brouillons. C'est le prototypage. Cette phase, elle est très importante dans le design thinking parce qu'elle invite les collaborateurs à échanger avec le client. On peut déjà, à partir du prototypage, on peut commencer à envoyer nos croquis au client, à avoir des retours. Ensuite vient la phase de la sélection. Lors de cette phase, les équipes, elles se réunissent pour faire un choix. Ça y est. On a eu plusieurs idées, on a vu avec le client, et puis on statue. Et on trouve la meilleure solution adéquate pour résoudre notre cas. Après cette phase vient l'implémentation. Et l'idée, c'est de définir des objectifs concrets, un plan d'action à mettre en place, et de déterminer les ressources nécessaires qu'on va utiliser lors du développement de notre projet. Et dans la 7e étape, c'est bien sûr l'apprentissage. C'est une étape très importante aussi, parce que ça rejoint un point que je vous disais tout à l'heure sur l'état d'esprit du design thinking. Le principe, c'est de récolter les feedbacks du client, de voir si finalement notre proposition elle est correcte, si les objectifs qu'on s'est fixés lors de la phase d'implémentation, ils sont atteints. C'est aussi l'occasion d'apprendre du terrain en fait.
Et on va voir plus tard que cette phase-là, elle est très importante. Alors, il y a un autre penseur qui s'appelle Jeremy Gush, qui a 40 ans. Donc il est toujours... il est actuellement expert en innovation managériale. Je vous invite à aller voir ses vidéos, qui sont excellentes, sur YouTube notamment. Et lui, il ramène la méthode du design thinking en 5 étapes. Il simplifie. Il dit, la première étape, c'est définir. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la phase de définition. Ensuite, la deuxième étape, c'est imaginer. Alors, imaginer, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, imaginer, c'est tout simplement, ça rejoint un peu l'idée de brainstorming, c'est trouver des idées, mais c'est surtout aller plus loin, c'est-à-dire essayer de se projeter, de visualiser. Ensuite vient la phase de synthèse. On synthétise, on trouve un choix, on se cale dessus et puis on prototype et on teste. Alors, ce qui est important de retenir dans cette approche, c'est que les 2 dernières étapes, le prototypage et le test, les phases de test, c'est des étapes qu'il faut voir en mode agile. Pourquoi? Parce que on peut très bien revenir sur le prototypage, puis la phase de test, c'est-à-dire, quand je dis mode agile, c'est quelque chose qu'il faut voir en boucle d'amélioration continue. Et c'est d'ailleurs l'un des principes du design thinking. Alors, je viens de finir toute la partie conceptuelle. J'espère que je vous aurai éclairé sur déjà un peu l'essence du design thinking, comment on peut le mettre en place.